Radio Aviva, le Mac de la Rédac. Une émission proposée par la rédaction de Radio Aviva. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler justice. Une justice qui fait très souvent la une sur des augmentations de budget, un renforcement de la justice. Aujourd'hui, nous allons parler simplification du processus judiciaire. Et surtout, nous allons évoquer la justice administrative, la médiation administrative qui est totalement différente de la filière judiciaire. Deux personnes de renom qui vont nous aider aujourd'hui à comprendre ces simplifications et les avantages pour le public. Denis Bell, vous êtes président du tribunal administratif de Montpellier. Bonjour. Bonjour et bienvenue sur cette antenne et merci de passer un peu de temps pour éclairer nos auditeurs et nos spectateurs en vidéo. Enfin, Bernard Travier, vous êtes magistrat honoraire, mais médiateur devant la juridiction administrative et nous allons aussi voir, merci Bernard, de nous donner un peu de votre expérience puisque vous êtes ce médiateur, ce magistrat qui est en face pour régler des litiges à l'amiable. Alors, je voudrais d'abord que vous nous disiez un mot de ce qu'est la filière administrative par rapport à la filière judiciaire pour ne pas qu'on fasse de confusion. Donc, la filière administrative va gérer quel type de litige ? Alors, il faut parler d'ordre de juridiction administrative Oui. qui est chargé de traiter les litiges avec les administrations. Par exemple, avec des collectivités territoriales, communes, départements, avec les services de l'État, la préfecture, avec les hôpitaux, enfin tout ce qui est le domaine de l'administration. Un litige avec la caisse d'allocation familiale, ça relève de ce domaine ? La question est très délicate. Oui. Pour partie, Je ça suis peut tombée relever dessus. de l'ordre judiciaire et pour partie de l'ordre administratif, ce qui est le cas puisque nous avons des médiations devant notre tribunal administratif et qui concernent certaines prestations servies par la caisse d'allocation familiale. Donc, on va commencer à expliquer avec vous, avec votre aide, ce qu'est la médiation et ce qu'est la médiation administrative. Et puis, avec les exemples, nous allons avoir la possibilité vraiment d'y voir clair et de savoir comment on peut s'orienter quand on a un litige soi-même. Alors d'abord, la médiation. Qui voudrait nous expliquer cette procédure de médiation qui est venue pour simplifier finalement les litiges, la gestion des litiges ? Oui, ce que je voudrais dire sur la médiation, c'est que dans les relations humaines, le but, c'est ne pas de faire du droit. En général, quand on commence à s'opposer des règles de droit, c'est que le lien humain a échoué. Et bien précisément, la médiation, elle est là pour essayer de rétablir cette relation humaine, de rapprocher les points de vue par l'intermédiaire d'un tiers indépendant qui est le médiateur. Alors, un tiers indépendant, vous êtes en train de nous dire, avec des mots beaucoup plus professionnels, qu'il vaut mieux un bon accord un mauvais accord qu'un bon procès. Ça va plus vite, c'est plus rapide et il y a moins de crispation entre les personnes. On avance mieux dans une médiation parce que les gens se sont exprimés, ils ont pu arriver à un accord commun. Alors, mauvais accord, je ne dirais pas cela. Je crois qu'il est toujours préférable que des personnes s'entendent, discutent, pour arriver ensemble à une solution. Oui. Ça n'exclut pas que dans certains cas, effectivement, la règle de droit va devoir s'imposer, ce qui est quand même assez logique. Et là, les tribunaux auront tout à fait leur rôle à jouer. Mais on s'aperçoit bien souvent qu'avant de venir devant le tribunal, il aurait sans doute été préférable de pouvoir discuter. Mais la parole n'est pas toujours facile, face à face. Donc c'est en cela que le médiateur qui va pouvoir, en quelque sorte, un peu s'interposer ou en tout cas faciliter la parole. Être un trait d'union, un entre-deux. Voilà, c'est un excellent terme, effectivement, de trait d'union qui va pouvoir faire en sorte que chacun puisse s'écouter. Je crois que c'est ce que font d'abord les médiateurs pour ensuite rapprocher les points de vue. Et donc, ces médiateurs sont formés, bien sûr. Ils ont une formation, ils sont agréés, on ne devient pas médiateur comme ça. Comment ça se passe, Bernard Travier ? La formation des médiateurs, c'est beaucoup amplifié.
ces dernières années et la qualité de la formation a suivi. Si on prend mon exemple, je me suis formé au Conservatoire national des arts et métiers et puis j'ai suivi d'autres formations ponctuelles, ciblées, juridiction administrative. Je souscris complètement à ce qu'a dit Monsieur le Président sur la nature de la médiation. Il faut prendre en compte aussi une chose, c'est le numérique. Le numérique a grandement facilité, accéléré les relations entre les citoyens et l'administration. Mais pour certains, c'est une catastrophe, parce qu'ils ne maîtrisent pas l'outil. On voit la fracture numérique, ça accentue l'isolement de la personne qui a un problème. Quoi. Donc, la médiation va permettre de nouer ou de renouer un dialogue qui n'a pas existé. Mais, Monsieur le Président l'a dit, il y a des moments où seule la loi doit être appliquée. Je vais prendre un exemple en matière de RSA. Si il y a une fraude qui paraît évidente au département et à la caisse d'allocation qui gère pour le compte du département le RSA, il n'y a pas de médiation possible et pas d'accord. On est bien d'accord, bien sûr. S'il y a vraiment sauf exception, mais vraiment une exception, il faut vraiment, ce qui a été le cas une fois, que le justiciable soit extrêmement malade, très, très, très gravement malade, et pas vraiment de mauvaise foi. Donc on a essayé tous ensemble de trouver une solution. Sinon, la loi s'applique. La médiation n'est pas là pour contourner la loi et empêcher son application. C'est extrêmement important de préciser cela parce que ça n'est pas un contournement. Alors, vous parlez dans votre jargon de MARD, donc un mode amiable de règlement des différends, ce qui définit finalement la médiation. Et dans le cas présent, vous parlez de médiation administrative, on voit bien que dans un litige, le médiateur, il a ce côté humain qui n'existe pas derrière un écran, c'est-à-dire qu'il peut faire le diagnostic de niveau de compréhension d'une des parties ou des deux parties, son niveau de maîtrise aussi de la problématique et peut-être l'éclairer humainement aussi, en plus de juridiquement. Le médiateur a vraiment, en tout cas en ce qui me concerne, l'obligation d'être humain et humble. Oui. Et humble. Parce qu'il faut se mettre au niveau des justiciables qui viennent. Mais il ne faut pas oublier aussi que la médiation peut intervenir avant le procès, pour éviter le procès. C'est l'idéal. C'est l'idéal. Mais là, actuellement, nous sommes sur des médiations qui viennent se greffer sur des contentieux qui sont devant le tribunal administratif. Déjà installés. Donc, Et aux yeux des magistrats et des organismes, il semble que certains dossiers pourraient se régler à l'amiable avec une médiation. Donc c'est une proposition qui est faite aux usagers du service public qui sont devenus des justiciables de participer à une médiation. Donc c'est un travail groupé, c'est-à-dire magistrats, les juristes de la caisse d'allocation familiale et du département, les greffiers et puis les parties concernées. Donc ce n'est pas une seule personne qui dit « on va ». Voilà. Bien sûr, c'est un process concerté, finalement, avec un cadre très fort. Hein. On parle de justice, là. On n'est pas en train de... Ça n'est pas un jeu, donc c'est très important. Et toutefois, c'est nouveau dans le cadre de l'administration. Président Bell, vous avez souhaité développer cet aspect de médiation administrative, si possible a priori ? Oui, tout à fait. Le constat, c'est que parfois la solution juridictionnelle ne donne pas une solution satisfaisante et ne va pas apaiser le conflit, les tensions, et que la voie amiable va permettre de régler le problème. Alors, un exemple, vous avez un fonctionnaire qui est en difficulté dans un service avec ses collègues. On va le déplacer, changer de poste, il va contester, donc il sera mécontent, il va arriver à nouveau à une situation conflictuelle. Bon, dans certains cas, il vaut peut-être mieux que les personnes se mettent autour d'une table avec un médiateur et finissent par que chacun reconnaisse un peu quels sont ses torts, qu'est-ce qu'ils souhaitent et comment on peut arriver à une solution qui soit durable. Tout à fait, et puis rapide finalement si jamais on trouve un accord. Exactement. Et donc c'est un apaisement humain, absolument. C'est un apaisement juridique aussi parce qu'on trouve une solution. Une question, les solutions trouvées par le médiateur, comment elles s'imposent ?
Est-ce qu'il y a un agrément qui est signé à la fin, un accord qui est signé à la fin? Comment ça se passe? Alors le principe, c'est surtout de ne rien imposer, donc de négocier. La plupart du temps, il y a une première question, est-ce que vous reconnaissez que vous avez perçu à tort ou que vous avez rencontré une difficulté avec l'administration? Les gens disent oui. Est-ce que vous seriez d'accord pour trouver une solution? Oui. Mais souvent, les gens s'attendent à ce qu'on leur demande de régler immédiatement une somme qui pour eux est très importante et qui parfois leur a été réglée sans aucune malveillance de leur part. Oui, je comprends. Et puis ce sont des gens qui ne suivent pas toujours leurs affaires personnelles. Bien sûr, par négligence ou méconnaissance. Voilà, dans de grandes difficultés. Donc déjà, ça apaise beaucoup les choses. Je peux donner un exemple qui me paraît topique, celle d'un homme qui est arrivé, qui avait un lourd passé et qui était extrêmement énervé, extrêmement violent. Donc, la représentante du département et moi avons pris les choses en main, tranquille, on a réussi à calmer. Et au bout d'un moment, j'ai compris que son agressivité était provoquée par son illettrisme. Incroyable. Et à partir du moment où on a compris pourquoi il ne répondait jamais aux courriers, etc., parce que la personne qui l'aidait n'était plus là, on a mis en place une solution avec une mairie, une assistante sociale, qui lui a fait remplir des papiers, qui lui a permis d'obtenir des prestations auxquelles il avait droit, mais qu'il ne savait pas réclamer. Et à partir de là, il a pu, par prélèvement mensuel, rembourser sa dette. Les gens repartent apaisés. C'est le terme que vous avez employé. C'est un très bel exemple. Donc, à la fin, il y a une convention qui est signée. Absolument. Un procès-verbal d'accord. Elle s'impose à ce moment-là. Elle vaut agrément et engagement. Oui. Absolument. Et donc, si la personne n'honore pas cette convention, elle peut être exécutée. La convention sera exécutée. Il y a 2 actes qui sont signés lorsqu'il y a un procès. Le procès-verbal d'accord et ensuite l'acte de désistement de l'action engagée qui est devant le tribunal. Il faut que le tribunal puisse évacuer de manière juridiquement satisfaisante la procédure qui est pendante devant lui. Alors vous évoquez, c'est intéressant comme tout, on voit qu'il y a une équipe qui se mobilise. Oui, finalement. Ça c'est très important, de le souligner. Ça n'est pas quelqu'un qui vient comme Zorro et arriver comme ça à régler un litige. Non, il y a une équipe, il y a un cadre juridictionnel du tribunal administratif, bien sûr. La volonté d'y faire recours. Alors, vous évoquiez, Président, un cas vis-à-vis de la fonction publique, quelqu'un qui est mal, par exemple. Est-ce que la médiation va s'appliquer à l'urbanisme? Est-ce qu'elle va s'appliquer aussi aux prestations familiales? Vous l'avez évoqué. Donc, finalement, le champ est large. Oui, le champ est extrêmement large. Ça peut aller effectivement des affaires qui étaient évoquées à l'instant, donc concernant l'attribution du RSA, mais ça peut aussi concerner des dossiers de marché public avec des enjeux financiers extrêmement importants. Nous avons des médiations dans tous les domaines. Et je voudrais prolonger ce que disait M. Travier. Effectivement, il y a un accord qui oblige les parties. Et en fait, sur le respect des accords, nous n'avons absolument aucun contentieux. C'est ça. C'est quand même impressionnant. C'est très exceptionnel. Enfin, j'en ai pas connaissance de cas où un accord n'a pas été respecté par les parties. Et donc, ce qui montre quand même le succès de la médiation et l'intérêt et la réussite de ce processus. C'est un très beau succès. Ajouter une chose, le taux de présence. Oui, je voulais vous poser la question. Voilà. Est-ce que les gens n'esquivent pas, par exemple, le fait de venir à la médiation? 100% en 2021, 100% de taux de présence, et en 2022, 98%. Donc c'est une vraie bonne solution, rapide, efficace. Alors, ce qu'on n'a peut-être pas dit au départ, c'est que la médiation, c'est facultatif. Bien sûr. Donc voilà, celui qui s'engage dans une médiation, c'est parce qu'il l'a accepté. Donc on ne contraint jamais une personne à aller en médiation, y compris, je ne sais pas si on en parlera après, y compris dans les médiations préalables dites obligatoires. Oui. Dans les médiations préalables obligatoires, il est parfaitement possible de refuser la médiation. Alors, ces médiations préalables, Président, ça s'applique à quel type de cas? Ça s'applique, la médiation préalable obligatoire, en matière de fonction publique territoriale, principalement, dans les contentieux avec Pôle emploi, également, des contentieux également avec les rectorats. Voilà. Là, il y a une médiation préalable obligatoire. Donc, la personne est
tenu de venir. Et si ça aboutit, tant mieux. Si ça n'aboutit pas, on passe en procès classique. C'est bien ça. Voilà. Je le dis avec mes mots de profane. Mais l'obligatoire est extrêmement léger, en fait. La seule obligation, c'est de s'adresser à un médiateur. Il suffit de dire au médiateur, écoutez, je m'adresse à vous parce que je suis obligé de le faire, mais je n'accepte pas la médiation, et les choses s'arrêtent là, le procès reprend. Oui. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Et finalement, le justiciable, il a tout à fait intérêt à faire appel à la médiation quand il y a un litige avec l'ajustement administratif, avec toutes les fonctions, toutes les administrations, le pôle emploi, la CAF, les prestations familiales, le RSA, etc. Donc, il est à prévoir que vous allez avoir une demande qui va aller crescendo. C'est le cas ? Alors, actuellement, au tribunal administratif de Montpellier, on arrive à 90 médiations dans l'année. C'est à peu près 1,5% des affaires qu'on enregistre. Donc ça reste modeste. Je pense que ça n'évolue pas. Oui. C'est à peu près stable. Donc il n'y a pas un engouement pour la médiation parce que je pense que c'est encore mal connu. C'est peut-être aussi encore un peu... on hésite un peu encore parce que, pour le coup, comme c'est pas très bien connu, voilà, on se méfie peut-être un peu de ce processus. Je pense aussi qu'il faut que les administrations jouent le jeu. C'est pas encore entièrement le cas aujourd'hui. On est quand même dans une culture de l'administration puissance publique qui impose ses décisions et qui a moins l'habitude de discuter avec les administrés. Donc là, je pense qu'il y a des évolutions, des changements de culture qui doivent s'opérer. C'est en marche, je pense que ça se fera parce que c'est quand même beaucoup dans l'air du temps. Hein. Je crois que, il est à prévoir que les exemples de succès vont entraîner les gens à faire appel à la médiation parce que, bon là, c'est quand même moins agressif, moins long, moins coûteux sûrement. Quel est le coût d'une médiation ? Qui paye et quel est le coût ? Alors, pour ceux... Je sais, bien sûr, le coût est extrêmement faible puisqu'il est de 160 €. Vous avez plusieurs solutions. Le justiciable bénéficie de l'aide juridictionnelle, donc c'est l'État qui versera les 160 €. Ça peut être la caisse d'allocation familiale ou le département. Très bien. Donc, normalement, le justiciable qui est en difficulté, dans ce type de médiation, n'a rien à payer. Dans les autres médiations, ça peut être... Ça peut être autre chose. Mais du coup, c'est un coût modique. Il peut être pris par un tiers dans le cadre d'aide juridictionnelle ou autre. Et certainement que la question du justiciable, c'est de se dire est-ce que le médiateur est vraiment neutre ? Alors, comment, Président, vous assurez-vous de cette neutralité ? Oui, alors... Je suppose qu'il doit être impartial, totalement impartial. Ça, voilà. C'est une condition... indispensable. Il l'écrit dans chaque dossier. Tout à fait, oui. Je déclare, je signe. Oui, tout à fait. Je crois que, alors nous, on s'assure de recruter des médiateurs qui ont été formés. Hein. Bien sûr. Que ça, c'est tout à fait essentiel. Il y a un cursus de formation pour les médiateurs. Donc ça, c'est ce qu'on regarde tout d'abord. Et puis ensuite, je crois on en est un peu aussi au début de la médiation. Donc nous avons constitué un vivier de médiateurs. Et va de soi que si jamais on avait un médiateur qui ne répondait pas à cette exigence d'impartialité, il ne serait plus retenu. Hein. Bien entendu, c'est évident. C'est la base. Oui. L'impartialité et l'indépendance sont deux critères très importants. Il y a eu récemment un arbitrage énorme, c'est autre chose, qui vient d'être annulé par la Chambre internationale de la Cour d'appel de Paris, parce qu'on dit aux médiateurs, vous n'étiez pas indépendant et impartial. D'accord. Et c'est une énorme... Donc ça, c'est une sécurité pour les auditeurs d'entendre ça et les gens qui nous suivent en vidéo. C'est très important de se dire qu'il y a une formation, une assurance d'impartialité et aussi un suivi au fur et à mesure. Et je suppose, Bernard Travier, que dans chaque affaire, vous déclarez ne pas être lié à quelconque des parties avant d'arbitrer, avant de faire la médiation. Pardon. Le tribunal me fait parvenir un document dans lequel j'affirme et je signe mon impartialité à l'égard des parties qui sont en présence. Et je prends soin, lorsque la médiation débute, d'expliquer qui je suis, quelle est ma mission, mon indépendance complète à l'égard
du département ou de la caisse. Je ne suis pas un salarié parce que ça me paraît très important. Et surtout, recueillir à nouveau l'accord du justiciable pour participer à une médiation. Il peut toujours refuser, même au dernier moment, et reculer. Donc, quand il se passe, admettons qu'il y ait un échec de la médiation administrative, ça peut arriver. À ce moment-là, on passe dans le système classique du procès. Absolument. Voilà. Il n'y a pas longtemps, une médiation a échoué. Pourquoi ? Parce que le justiciable venait pour que je lui fasse un rabais. J'ai dit, mais je n'ai pas la compétence. Il me dit, oui, mais au tribunal judiciaire, on a réduit ma dette. J'ai dit, mais moi, je n'ai pas ce pouvoir-là. On n'est pas dans le cadre d'un tribunal judiciaire, on est dans le cadre d'un tribunal administratif. Si c'est extrêmement important. Le veut, mais il peut peut-être le faire, et encore en respectant certaines conditions. C'est de l'argent public. Oui. C'est pas du tout la même chose. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on a une grande chance, c'est que le tribunal administratif est investi dans la médiation. La caisse d'allocation familiale, énormément. Le département aussi. C'est très rare. Très important. Toutes les parties prenantes sont fortement motivées. Denis Bell, vous avez donné cette impulsion, vous avez envie que ça continue. Comme président du tribunal administratif, c'est important, c'est vous qui avez un peu la clé. Hein, là. Oui, alors, je ne dirais pas que j'ai donné l'impulsion, parce que quand je suis arrivé au tribunal administratif, les choses étaient déjà lancées. Oui. Hein, donc, ça, il faut quand même le rendre à mes prédécesseurs. Mais je souhaitais, moi, effectivement, qu'on continue dans cette voie-là. Et nous avons signé des conventions, alors particulières avec le département et la caisse d'allocation familiale pour les contentieux sociaux, parce que ça relève tout de même un peu d'une organisation un petit peu spécifique. Et puis, avec une trentaine d'autres partenaires, nous avons donc signé une convention de mise en œuvre de la médiation dans le ressort du tribunal administratif. Donc un cadre finalement qui est fixé, qui fait gagner du temps. Alors je sais qu'on va attirer des questions. Par exemple, on a là un mode de résolution des litiges qui est rapide, qui est efficace, qui n'est pas coûteux, qui finit avec la satisfaction des deux parties, c'est rare. Et donc comment un justiciable peut faire appel à une médiation? Comment il tire ce fil-là pour les gens qui ne savent pas le faire? Lorsque l'affaire est pendante devant le tribunal, soit le justiciable est assisté d'un avocat, ou il est seul. S'il est seul, il peut demander à la juridiction d'ordonner une médiation. Donc c'est le justiciable qui a un problème avec l'administration, qui peut dire, ou son avocat bien sûr, qui peut dire je souhaite faire appel à une médiation administrative. Oui, alors ça peut se passer comme ça, mais ça peut aussi se passer différemment. Alors on distingue, nous, deux types de médiation. Il y a la médiation en dehors du tribunal. Nous, on ne la connaît pas. C'est les parties qui en prennent l'initiative. Là, je pense que pour les contentieux sociaux, ça ne va pas trop fonctionner parce que les personnes n'en ont pas forcément connaissance. Et puis ensuite, il y a la médiation à l'initiative du juge. Alors cette initiative, on peut être amené à la prendre parce qu'une partie nous signale qu'elle souhaiterait qu'il y ait une médiation. Alors là, évidemment, on va essayer de se rapprocher de l'autre partie pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Mais même lorsque les parties ne le manifestent pas, nous, on peut prendre cette initiative de le proposer aux parties. Oui, pour les informer. Au vu de certains critères, alors c'est pas systématique, mais au vu de certains indices, on pense que la médiation serait certainement préférable. Je vous donnais la situation tout à l'heure, de situation un peu conflictuelle avec des choses qui ne sont pas très bien définies, des conflits croisés, ou alors lorsqu'on a l'impression qu'on a un justiciable qui a un besoin de comprendre. Oui. Et là, la médiation, et M. Travier peut en fournir des exemples, où dans certains cas, il y aura une médiation, mais le demandeur, le requérant, l'administré, finalement, admettra qu'il a tort, mais il aura compris pourquoi. Parce que l'administration, finalement, on ne lui a pas toujours donné cette explication. Donc, ça permet finalement de faire prendre conscience de la vraie situation et du tort qu'on a ou non. Et ce que suggère aussi, Monsieur le Président, c'est qu'il ne faut pas confondre l'objet de la médiation et la médiabilité du dossier. Il y a des dossiers dont on se dit qu'on ne pourra pas. C'est trop ancien, trop tendu, trop violent, etc. Ce sera très, très, très compliqué. Puis la matière fait que s'il ne peut pas y avoir de délai de paiement, s'il ne peut pas y avoir de remise à la commission de recours amiable, etc.,
ça sera très compliqué. Donc là, ça n'est pas la peine. Par exemple, la fraude caractérisée, là, ça n'est pas médiable. Oui, quelqu'un qui est de mauvaise foi, qui a fraudé, absolument, on ne va pas faire une médiation autour de ça. Par contre, si j'ai bien compris, Bernard Travier, quelqu'un qui a en fait été dans l'illégalité parce qu'il n'a pas bien compris le processus, absolument, ou il n'a pas répondu à un courrier ou des choses comme ça, là, on peut carrément faire de la médiation. C'est du ressort en lui expliquant. Et on évite que ces personnes perdent éventuellement leur procès, fassent l'objet d'une exécution pour la totalité des sommes réclamées, ce qui pour certains est catastrophique, impossible. Donc là, on met en place avec eux un échéancier. Cet après-midi, j'ai mis en place un échéancier à 49 € pendant 2 ans pour une dame qui est seule, qui a un enfant handicapé, qui a perdu des prestations, qui est totalement désespérée. Donc si vous voulez, mon travail ne s'arrêtera pas là. Aujourd'hui, on s'est mis d'accord. Elle va signer le procès-verbal et l'acte de désistement. Et je vais la mettre en contact avec la caisse pour que quelqu'un lui parle et lui dise pourquoi on lui a retiré certaines prestations. Cette dame ne le sait pas. Elle n'y arrive pas. Elle n'a pas compris ce qui se passait, en fait. Donc elle est totalement désespérée. Et sachant que la créance, c'est un recouvrement obligatoire, il est important qu'elle comprenne et que vous puissiez faire un échelonnement. Sinon, vous allez étouffer. Et le paiement se fait sur prélèvement d'autres prestations qui sont versées. Donc, ça passe beaucoup plus facilement. Et ça présente un avantage aussi pour l'État, les collectivités ou des organismes, c'est la sécurisation de la créance. Il y a un plan d'apurement qui est mis en place, on n'en parle plus. Monsieur le Président le disait, nous n'avons pas de contentieux sur l'inexécution des procès-verbaux d'accord. Ce qui est quand même remarquable, c'est vraiment... Et alors, Monsieur le Président, est-ce qu'on peut parler d'une justice plus humaine au cas par cas, je dirais ? Plus humaine, adaptée aux justiciables, au niveau de compréhension du justiciable. Alors c'est toujours difficile de poser la question comme cela à un juge, parce qu'on espère que la justice que l'on rend est humaine. Mais en tout cas, ça permet d'offrir un mode de règlement de certains litiges adapté aux situations, là où ce n'est pas le droit qui est la solution. Je crois que c'est ça. Et effectivement, après... peut-être une justice plus humaine, peut-être dans le sens où le lien humain dont je parlais tout à l'heure va être restauré. Alors que le juge, effectivement, lui, il est là pour rétablir le lien de droit. En fait, je pensais au lien humain et à l'explication possible. Et à la proximité. C'est un humain qui vous parle avec les mots que vous pouvez comprendre et c'est du sur-mesure finalement. Et donc, combien de médiateurs au tribunal administratif de Montpellier, Président Bel ? Alors nous, on n'a pas de liste de médiateurs. Donc, je ne pourrais pas vous dire que nous avons X médiateurs. Nous recherchons dans notre vivier de médiateurs, mais qui finalement est assez étendu. Soit nous avons les médiateurs habituels, mais je disais tout à l'heure que la palette des affaires qui peuvent donner lieu à médiation est extrêmement large. Par exemple, sur les affaires importantes en matière de marché avec forts enjeux financiers, on peut être amené à recourir à un médiateur parisien. Qui a l'habitude de ce type de problématique, bien sûr. C'est une... C'est vraiment du sur-mesure en fonction du problème posé. Oui, mais en respectant l'état de droit. C'est-à-dire l'ordre public. Bien sûr, bien sûr. On ne peut pas consentir à tout et accepter tout et n'importe quoi. Bien sûr, il y a des règles d'ordre public, c'est-à-dire on ne peut pas les transgresser. Bernard Travier, vous êtes en train de nous dire que ça n'est pas une façon de contourner l'ordre public, ni le système judiciaire habituel. C'est en fait une façon d'avoir une résolution de litige de façon consensuelle, apaisée et avec quand même des garanties de paiement, des garanties de recouvrement, les garanties de professionnalisme aussi du médiateur et d'exécution effectivement de la peine ou de l'amende, parce que c'est souvent des amendes. Il y a un mot qu'on n'a pas prononcé qui est essentiel en matière de médiation, c'est le mot de confidentialité. La médiation, elle se fait entre les parties, le médiateur, et rien ne doit filtrer, et on n'a même pas le droit d'utiliser ce qui a été dit au cours d'une médiation à l'extérieur et même au cours du procès. Donc, ce qui permet aux parties de s'exprimer en toute liberté. Même s'il y a une possibilité d'avoir un procès derrière, on n'aura pas, on ne peut pas ramener dans le procès ce qui s'est dit à la médiation. C'est un point extrêmement important, effectivement, il est majeur.
Je vous remercie, président Denis Bell. Je rappelle que vous êtes le président du tribunal administratif de Montpellier. Merci à Bernard Travier. Vous êtes magistrat honoraire médiateur devant la juridiction administrative. Merci à tous les deux pour ces éclaircissements. Merci. Pour votre écoute. C'était le Mac de la Rédac sur Aviva. Retrouvez cette émission en podcast sur radio-aviva.com.